KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. La famille, dans notre société, est une réalité qui est plébiscitée par tout le monde. Tout le monde attend beaucoup de la famille, tout le monde souhaite réussir une vie de famille, tout le monde espère que la famille sera une ressource importante pour lui. Le paradoxe, c'est que on pourrait dire d'une certaine façon que ces attentes à l'égard de la famille augmentent et s'accroissent à mesure que la réalité familiale se dissout. Et donc on finit par se demander à un certain moment à qui vont s'adresser ces attentes, comme si tout le monde rêvait qu'il y a quelque part une famille solide dans laquelle il pourrait s'abriter, mais qu'en même temps, personne ne pose la question de savoir à quelles conditions cette famille solide peut exister. Voilà. Nous sommes en plus dans une période difficile du point de vue économique. Beaucoup de jeunes sont dans l'attente longue et parfois trop longue de la possibilité de travailler et de s'établir, et donc sont encore dépendants de leurs parents, de leur famille. Et nous sommes devant une période où on a beaucoup besoin de soutien, de refuge, de protection, et la famille apparaît comme un bon parapluie. Sauf que il arrive que, à force d'avoir été manœuvré, utilisé, transformé, le parapluie se réduise à être une ombrelle, et que quand l'orage tombe, eh bien, il ne protège plus de rien du tout et qu'on se trouve trempé comme s'il n'y avait pas eu de parapluie. Voilà, nous sommes devant une grande attente qui concerne l'insécurité de notre vie, mais face à cette grande attente, on ne peut pas, évidemment, ne pas poser la question de savoir qui est prêt à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette protection familiale, cette cellule familiale, ne soit pas un refuge seulement virtuel, mais soit un refuge réel. Donc je voudrais rapidement vous proposer 3 points de réflexion qui ont l'air d'intéresser les membres des familles, présentes et futures. Bonjour. Oui. Tu as bien de la chance de pouvoir être torse nu. Allez, comment tu t'appelles? Voilà, c'est pour montrer que, ben voilà, il va le faire crier. La famille, donc, pour qu'elle existe, cela suppose un investissement de force et de moyens. Pourquoi ne pas le dire, puisque c'est dans le titre de ces journées mondiales de la famille, cela suppose un travail. Ce n'est pas simplement que la famille peut être une base arrière pour refaire ses forces pour un travail qui se déroule ailleurs. C'est que la famille en elle-même est un objet de travail. C'est que la famille aujourd'hui a besoin d'être prise en main, réfléchie et construite en fonction des difficultés auxquelles elle est confrontée et des attentes qu'on lui fait supporter. Notre Église, en France, a investi dans ce travail depuis des décennies. Monsieur Renard
évoquait tout à l'heure la création centenaire des associations familiales catholiques, mais on pourrait dire d'une certaine façon que tout le XXe siècle a été jalonné par des initiatives diverses concernant la famille, ou la vie de couple, ou la vie de famille, ou le métier de parent, puisqu'on a découvert progressivement que l'éducation n'étant plus un phénomène naturel qui se déroulait sans qu'on s'en occupe, le rôle des parents était devenu un métier auquel il fallait se préparer grâce à des publications nombreuses qui font la fortune des éditeurs. Donc, il y a eu des initiatives, des mouvements familiaux, la création et le développement des groupes de préparation au mariage, que ce soit les CPM ou d'autres. Voilà. Il y a eu aussi, pour mener à bien ce travail, cet investissement de nombreux chrétiens, laïcs, hommes, femmes, couples, qui se sont engagés généreusement dans ce travail, il y a eu le soutien très ferme de l'Église, un soutien impliqué dans la durée de tous les prêtres qui étaient au contact des familles, des époux, des enfants, bref, toute une pastorale qui s'est développée autour de la question familiale, et il y a eu par-dessus tout, ce qui se voit le moins, mais ce qui compte le plus, l'implication de nouveaux couples, de nombreux couples, dans ce travail des familles. Mais en quoi consiste ce travail des familles ? Je pense que d'une certaine façon, le tournant du XXe siècle dans notre société a été de nous faire passer d'une représentation implicite de la famille. Ça faisait partie des données non discutées et non réfléchies, comme l'oxygène. En dehors des pneumologues, personne ne réfléchit au fait qu'il respire. Personne ne réfléchit à l'absorption d'oxygène et au rejet de gaz carbonique. C'est un phénomène naturel qui permet de vivre. Eh bien, on peut dire que dans notre société, du moins vu d'un peu haut, la famille était un élément qui faisait partie des conditions de vie sans qu'il soit besoin de tellement y réfléchir et de tellement analyser. On naissait dans une famille, on créait une famille en se mariant, on développait une famille en ayant des enfants, et vaille que vaille, avec les ennuis habituels de l'existence, tout ça marchait à peu près. Les rapports dans le couple, on n'y voyait pas beaucoup d'alternatives, et donc on s'en réjouissait quand il se passait bien, on les endurait quand il se passait mal, mais il n'y avait pas beaucoup de portes de sortie. L'éducation des enfants était un phénomène répétitif. On avait reçu son éducation de ses parents et on faisait à l'égard de ses enfants comme ses parents avaient fait à notre propre égard. Il n'y avait pas de grande théorie éducative, du moins pour la plupart des gens. La solidarité intergénérationnelle ne posait aucune question, d'abord parce que les générations étaient beaucoup plus courtes qu'elles ne sont aujourd'hui, et donc toute la tranche qui prend de plus en plus de place de ceux qui ont plus de 80 ans occupait un espace très réduit. Dans une démographie où la proportion des jeunes était considérable, si bien que dans les bonnes moyennes familles,
un aïeul, c'est-à-dire un grand-père ou une grand-mère, pouvait avoir 15, 20 ou 30 petits-enfants. Et que chaque petit enfant avait à gérer un 30e des relations avec les grands-parents. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Beaucoup d'enfants se retrouvent à la tête de 4, voire 8 ancêtres, grands-parents ou arrière-grands-parents. Et il n'a personne avec qui partager la charge. Elle lui incombe à lui tout seul. Et donc on a une sorte de renversement qui se produit, qui fait que les relations intergénérationnelles ne sont plus appuyées sur un socle de jeunesse qui pousse le système, mais sont appuyées sur un socle de vieillards qui attire le système vers eux. Ça n'est pas dramatique, rien n'est jamais dramatique, on finit toujours par vivre, mais ça change les conditions de vie, ça change la manière de se voir dans le monde, la manière de se réfléchir, la manière d'organiser son univers. Voilà que peu à peu, on découvre que l'on n'est plus simplement devant une institution fortement supportée et intégrée à la société, dans laquelle le facteur personnel à investir, c'est principalement notre sentiment et notre générosité. On avait une expérience et une représentation de la famille qui était, d'une certaine façon, un immeuble bien construit et dans lequel chacun pouvait investir ses capacités de collaboration, ses capacités d'investissement, mais il n'avait pas à assumer l'architecture de l'immeuble. L'architecture était donnée. Aujourd'hui, l'architecture s'est désintégrée. Je veux dire que les éléments de repère qui constituaient l'organisation familiale, l'engagement mutuel d'un homme et d'une femme pour toujours, pour avoir des enfants et pour élever ses enfants, chacun de ces éléments constitutifs ou bien est devenu friable, comme par exemple l'engagement définitif ou l'engagement exclusif, ou la volonté d'avoir des enfants, ou la possibilité d'avoir des enfants, ou bien est devenu sujet à question théorique. Faut-il considérer que la famille suppose un homme et une femme? Pour l'instant, c'est une question théorique, mais nous savons qu'un certain nombre de gens poussent à la roue pour que cette question théorique devienne une question pratique. Voilà. On était dans un équilibre, dans une représentation, dans une réalité où l'institution soutenait l'implication personnelle, renforçait ceux qui étaient éprouvés par des événements ou qui étaient défaillants dans leur cheminement. Et au contraire maintenant, nous sommes dans une situation où chacune et chacun est sollicité non pas simplement d'adhérer à une institution solide, mais d'assumer la construction de cette institution pour qu'elle soit solide. On a toujours quelque part le plan du pavillon, mais le pavillon n'est plus construit d'avance.
il faut que chacun trouve ses matériaux, retrousse ses manches et se mette à construire la maison dans laquelle il va vivre. C'est ce que j'appelle le travail de la famille. Et ce travail, vous le comprenez bien, comme tout travail, d'abord est fatigant, ensuite demande du temps, de l'énergie et des ressources. Pour celui qui imagine la famille comme une barque où on se repose entre les épreuves, il n'est pas préparé à travailler. Pour celui qui espère qu'il va pouvoir s'appuyer sur la famille, il n'est pas prêt à ce que la famille s'appuie sur lui. Bref, nous sommes devant une période qui est ce qu'on peut appeler d'une certaine façon, en lui enlevant sa connotation économique et négative, est une période de crise, c'est-à-dire une période de décision. La question n'est plus est-ce que je vais rejoindre le bataillon des familles normales, parce qu'on ne sait pas où est le bataillon. La question est est-ce que je veux construire une famille? Comment je veux construire cette famille? Et à quel point je suis prêt à payer le prix pour que cette famille existe? Le prix, ce n'est pas de l'argent, c'est du temps, c'est nos capacités de relation, c'est notre effort pour entrer dans une vie de pardon et de miséricorde. Faire une famille, c'est un projet où chacun doit prendre sa part de travail. On est loin du stéréotype dont je vous accorde volontiers qu'il ne correspond plus à la réalité, mais qu'il continue à traîner dans les imaginations d'une sorte de famille, repos du guerrier, le guerrier pouvant être une guerrière aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire tout le monde est allé travailler dehors, à suer sang et eau toute la journée, à supporter des tensions de toutes sortes, des conflits inimaginables et des choses trappes comme on n'en rêve pas. Et quand il rentre chez lui, ou quand elle rentre chez elle, ou quand ils rentrent chez eux, ce qu'ils espèrent, c'est d'avoir enfin la paix, de pouvoir se reposer, de pouvoir n'avoir pas besoin de réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, comment on va programmer la soirée ou la semaine ou le week-end, etc., etc. Et voilà que dans notre société, la famille est devenue un objet à créer, un objet à soutenir, un objet à nourrir, un objet à réfléchir et un objet pour lequel il faut se donner du mal. Le deuxième point sur lequel je voudrais réfléchir, mais j'irai beaucoup plus vite parce que ça rejoint ce que M. Renard vous a dit tout à l'heure, c'est d'arriver à comprendre, pas seulement avec notre cerveau qui est très développé et qui nous permet de comprendre beaucoup de choses, mais de comprendre de l'intérieur, dans notre manière de vivre, de comprendre la fonction sociale de la famille, c'est-à-dire de s'engager de toutes nos forces dans ce projet que constitue la construction d'une famille, ne porte pas seulement des fruits dans la vie privée. Autrement dit, on ne doit pas et on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui que la construction, le travail que j'ai évoqué tout à l'heure, de construction d'une famille, a pour seul but de fournir à chacun des membres de la famille un lieu harmonieux pour son existence et donc relève uniquement de ce qu'on appelle la vie privée, c'est-à-dire ce qui concerne seulement la personne.
La réussite de la construction de la famille a en effet des effets personnels pour chacun des membres. Elle permet de trouver un équilibre pour chacun des membres de la famille. Et nous savons bien aujourd'hui, mais c'est déjà, quand je dis cela, c'est déjà un message social et politique, nous savons bien aujourd'hui quels sont les dommages sociaux de la désintégration des familles. Les dommages sociaux qui s'expriment en termes d'habitat, puisqu'on est entre nous, on peut le dire, personne ne le dit jamais. Mais enfin, quand on divise une famille en deux, on suscite deux logements. Ça veut dire, c'est normal, évidemment, les gens ne vont pas vivre dans la rue. Mais ça veut dire que dans la pénurie que nous connaissons aujourd'hui, il y a un coût économique. Et il faut avoir le courage de le dire. Il y a des dommages éducatifs. On sait très bien, et les études ont été faites, qui montrent que les enfants de familles désintégrées rencontrent dans leur intégration scolaire, puis dans leur intégration sociale, des difficultés plus importantes que les autres. On sait très bien que si on étudie soigneusement les dossiers de la délinquance juvénile et des jugements portés sur des adolescents en faisant le retour en arrière sur leur période préalable et sur leur enfance, on retrouve les traces de carence familiale. On n'est pas là dans le domaine de la vie privée, on est dans le domaine de la société, on est dans le domaine des difficultés d'intégration d'enfants mal situés familialement et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans le cadre scolaire. On est dans la difficulté d'accueillir réellement des enfants perturbés nerveusement, perturbés dans leur équilibre personnel. On est dans la difficulté des souffrances affectives des enfants de familles séparées qui doivent occulter leurs souffrances pour ne pas faire peser leurs difficultés sur leur père et sur leur mère, pour lesquels ils gardent leur affection. Tout ça constitue un ensemble d'événements apparemment tout à fait particuliers, tout à fait privés. Qu'est-ce que ça peut vous faire si X et Y divorcent et se partagent 3 enfants? Ça ne regarde qu'eux, sauf qu'à travers eux, c'est une portion de la vie sociale qui est mise en danger, qui est perturbée. Et donc cet équilibre de la vie familiale ne concerne pas seulement le domaine privé de l'existence, il concerne aussi le domaine de la vie de notre société. Monsieur Renard a rappelé tout à l'heure comment, dans la période moderne, parce que ce n'était pas une nouveauté, Jean-Paul II a rappelé avec beaucoup de force comment la famille était la première cellule de la société, et quand il parlait de première cellule de la société, il ne parlait pas en termes chronologiques, pour dire c'est celle qui est arrivée avant les autres. Il parlait en termes logiques, c'est la cellule de fondement. Pourquoi? Parce que c'est la cellule dans laquelle s'unissent et s'harmonisent, coexistent et collaborent les représentants des 2 pôles de division radicale de l'humanité, le pôle masculin et le pôle féminin. C'est parce que la famille est l'élaboration d'un processus de communion à partir d'une différence radicale
qu'elle est un lieu d'apprentissage de la vie sociale. C'est parce que la famille, en accueillant des enfants, en les aimant, en les éduquant, en prenant soin d'eux, et en les considérant toujours comme ses enfants, quoi qu'ils fassent, inscrit dans la vie sociale un principe de régulation des relations entre les générations. C'est pour ça que la famille est la cellule fondamentale de la société, c'est parce qu'elle est le laboratoire dans lequel les capacités humaines de relation apprennent à maîtriser et à dominer la violence des relations entre les hommes, entre les femmes, entre les générations. Et c'est ce laboratoire qui est à la fois le lieu où s'apprend la socialisation, le lieu où se construit la capacité de respect de l'autre, le lieu où s'engendre le désir de faire quelque chose avec l'autre. Ce sont donc des effets positifs et des effets négatifs de l'équilibre familial sur la vie collective. Là où les familles sont déstructurées, affaiblies, les mœurs communes ne sont plus régulées de la même façon et la volonté de puissance et la violence dominent les relations. Le projet de réussir une vie de famille harmonieuse n'est donc pas seulement un projet privé pour réussir son coup, pour soi, en mettant les choses au mieux, puisqu'ils sont deux et qu'ils s'aiment, réussir son coup pour deux. Mais c'est un projet qui concerne notre réussite collective. C'est un service du bien commun. Percevoir, comprendre et vivre l'enjeu de la réussite personnelle de la famille comme un enjeu qui concerne le bien commun de la société, c'est lui donner une autre dimension que simplement d'être enfermé dans le réseau étroit des sentiments particuliers. Le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention dans le contexte qui est le nôtre, c'est la famille comme lieu de témoignage. Il faut dire les choses comme elles sont, notre société est dans une contradiction. Enfin, dans plusieurs même. Pour le moment qui nous intéresse, on va en prendre qu'une, parce que si on les prenait toutes, on pourrait passer la journée. Donc, notre société est dans une contradiction, elle veut récupérer la sécurité affective de la famille, et donc tous les hommes politiques et même les femmes politiques, mélangés de tous bords, sont prêts à vous dire qu'ils vont soutenir la famille. Ils ne sont pas prêts à vous dire comment, toujours, tout de suite, et ils ne sont pas prêts à vous dire jusqu'où. Mais ils sont prêts, en principe, ils sont pour la famille. Qui pourrait être contre la famille, surtout si la famille, c'est à peu près n'importe quoi. Donc on va soutenir la famille, soutenons la famille, voilà. Bon. Ça veut dire récupérons ce qui reste de sécurité affective dans la famille. Et c'est pourquoi on va donner progressivement à des parents, pris individuellement, et non pas comme famille, et non pas comme organisation familiale. On va donner de plus en plus à des parents pris individuellement
un pouvoir de contestation de l'institution scolaire, parce qu'ils sont le pôle affectif de la société. Et donc, on va trouver tout naturel que quand des gamins ont récolté une punition, ou une punition, j'exagère, ça n'existe plus, mais des mauvaises notes peut-être encore quelque part, en tout cas, quand ils ne se sont pas entendus avec leur éducateur, dont on ne sait pas s'il est professeur ou éducateur, alors on trouve tout naturel que les parents s'unissent à 2 ou 3 pour défiler sous les fenêtres de l'école en disant c'est inadmissible. Mais en faisant ça, on ne soutient pas la famille. On soutient l'affectivité des relations et on soutient la priorité donnée aux réactions affectives de la famille par rapport à l'institution sociale. On est donc prêt à soutenir la sécurité de la famille sans reconnaître les conditions nécessaires pour qu'elle joue pleinement son rôle. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne peut pas, enfin je dis on ne peut pas, c'est parce qu'on le fait. Vous en êtes témoin. Dans le même numéro du journal, on vous fera une page sur la disparition des pères dans l'éducation, pour prendre un exemple commode qui a noirci beaucoup de papiers depuis pas mal d'années, et sur la page d'à côté, le divorce par consentement mutuel devant le secrétaire de mairie. Mais on ne voit pas qu'il y a une contradiction. On trouve tout à fait normal que selon les désirs personnels des conjoints, ils puissent s'unir, se désunir, éventuellement se réunir si les vents sont favorables, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et de l'autre côté, crier au secours parce que l'autorité parentale a disparu. Mais on ne voit pas que c'est la même question, puisqu'on ne fait pas appel aux mêmes experts, qui, comme chacun sait, sont les oracles en la matière. Et on trouvera toujours un expert pour vous expliquer qu'il n'y a pas assez de pères, qu'il y a trop de pères, enfin en qualité, je veux dire, pas en quantité, bien sûr. Bon, il y a trop de pères, il y a trop de mères, la matrie-société. On trouvera un expert pour vous expliquer que les enfants qui sont élevés par des parents séparés sont beaucoup plus heureux que ceux qui sont élevés par des parents unis, parce que comme ça, ils échappent aux discussions entre les parents et ça leur apprend comment gérer les discussions dans la société, c'est-à-dire en y échappant. Voilà. Et donc, ils sont préparés à leur vie future dans l'harmonie et le calme. Et on vous explique comment, en interrogeant des homosexuels ayant élevé des enfants, on aboutit à la conclusion qu'ils sont beaucoup mieux élevés que s'ils étaient élevés par des hétérosexuels, sauf qu'on ne vous dit pas que c'est les homosexuels parents qu'on a interrogés au sujet de leurs enfants. Et on vous laisse croire que ce sont les enfants qui ont déclaré qu'ils étaient mieux. Mais tout ça, ça n'est pas très grave. C'est notre pain quotidien. C'est vrai de tous les aspects de notre vie. Parce que ce que je vous disais du journal, on pourrait le dire sur la réalité économique, sur la réalité écologique, sur la vie sociale. On aura toujours un expert d'un côté, un expert de l'autre, qui diront allègrement le contraire et qui se retrouveront à la fin pour dire « je vous l'avais bien dit ». Mais notre question, c'est est-ce qu'il suffit de plaquer l'étiquette famille pour donner une véritable capacité éducative à n'importe quelle situation vécue? Est-ce qu'il suffit de dire
la famille ne peut pas être confisquée par un modèle. On se demande d'ailleurs comment on peut dénier qu'un substantif corresponde à une réalité. Vous avez une trottinette. Pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas bicyclette? Parce que ce n'est pas une bicyclette. Voilà. Et si vous appelez bicyclette une trottinette, vous ne pourrez jamais faire des affaires. Mais on trouve normal que parents, famille, ne désignent pas une réalité définie, mais une amplitude de situations, comme on peut trouver étrange que couple puisse désigner n'importe quelle situation. Voilà. Alors, est-ce qu'il suffit de reprendre le mot et de le mettre à la devanture pour que ce qu'il y a dans la boutique corresponde à la réalité? On peut prendre le mot marié. Tout le monde veut se marier. Enfin, tout le monde, sauf ceux qui ne se marient pas, dont on dit qu'ils sont les plus nombreux. Mais ça, c'est pas grave. Bon. Tout le monde veut se marier. Alors, on prend le mot mariage et on le colle dans la vitrine. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Parce que si on leur a vendu une étiquette qui ne correspond pas, ils se sont fait flouer. Ou s'ils ont voulu à tout prix qu'on leur donne l'étiquette pour la mettre sur leur devanture, ils se sont fait flouer. Ou bien alors, est-ce qu'il y a quelque chose de magique qui ferait que si on dit le mot mariage, il y a des ondes? Peut-être, on ne sait pas, on est dans un univers qui est tellement étrange que tout peut arriver. Puisque la rationalité n'a pas réussi à tout régler, on peut supposer qu'il y a des esprits qui circulent. Et que si on a réussi à prendre le mot mariage, on a réussi en même temps à capter quelque chose des dieux. On ne sait pas, pourquoi pas. Bon. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même un univers un peu étrange. Il suffit de plaquer l'étiquette pour que la réalité corresponde. Ben non, il ne suffit pas de plaquer l'étiquette. On oublie que ce qui est le fruit de la famille, ce n'est ni le nom ni le titre, c'est la réalité vécue. Si le bien-vivre des individus, l'équilibre de la société ne peuvent être atteints que par l'apprentissage patient, régulé de la gestion des relations humaines. C'est dans la relation d'un père, d'une mère avec leurs enfants qu'ils apprennent petit à petit à relativiser les drames. Vous qui avez des enfants de différents âges, vous savez comment il faut faire pour faire sortir un enfant du drame inexpiable et lui permettre de redécouvrir que son ennemi, c'est son frère ou sa sœur, que le drame inexpiable pouvait très bien être surmonté, qu'ils peuvent se pardonner, qu'ils peuvent s'aimer encore, etc., etc. Il ne suffit pas de brandir un étendard pour accorder une reconnaissance sociale à toutes les situations, car toutes les situations n'ont pas la même fécondité sociale. Et la tendance à privatiser complètement la réalité familiale comme un choix indéfini, vide
la famille de sa capacité à construire du lien social. On réduit la famille à être l'écrin, je dis l'écrin parce que c'est un beau mot et qui évoque des rêves de joaillerie, l'écrin dans lequel on enferme l'expérience privée. Alors que la famille, ce n'est pas l'écrin dans lequel on enferme l'expérience privée, c'est une sorte de socle ou de source où l'expérience privée diffuse une manière d'être avec les autres, construit un type de relation, rend capable de développer une société harmonieuse. Alors les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à vivre leur engagement familial, non pas simplement comme un choix particulier, mais comme un témoignage. On disait, maintenant on dit moins, parce que l'émission a dû péricliter, c'est son choix. Ça veut dire qu'il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à discuter, le type il a dit je fais ça, on n'est pas d'accord, mais comme on ne peut plus dire qu'on n'est pas d'accord, puisque tout le monde doit être d'accord, et qu'il ne peut plus y avoir de conflit à gérer, donc on ne peut plus dire à son frère, à sa sœur, à son cousin, à sa cousine, tu fais ça, moi je trouve que c'est pas bien. Parce que là vous vous faites passer par la fenêtre avec armes et bagages. Donc on dit c'est son choix, ça veut dire je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas le dire. Bon, c'est son choix. Donc on considère que la manière de vivre les relations affectives d'un homme et d'une femme, c'est leur choix. Alors il y en a qui se mettent en ménage à l'année, il y en a qui se mettent en ménage pour un temps indéterminé, il y en a qui ne se mettent pas en ménage du tout, il y en a qui changent de partenaire, il y en a qui changent de sexe, bon, tout ça. C'est leur choix. Alors nous, les chrétiens, on est là-dedans. Est-ce qu'on va suivre cette ligne indéfinie en réclamant simplement, par équité et pour ne pas être discriminé, faute de quoi on irait se plaindre à la HALD, comme vous savez, est une haute autorité pour éviter les discriminations sociales. Alors pour ne pas être discriminé, on va réclamer le droit d'avoir notre choix. Puisque tout le monde a son choix, pourquoi pas nous? Voilà. Et donc on va avoir son choix comme une sorte de particularisme. Voilà. Nous, on est des gens particuliers, comme dit l'épître à Diognète, on est comme tous les autres, sauf qu'on ne tue pas les enfants, etc. Bon, alors on peut dire on est comme tous les autres, sauf que quand on s'aime, on se marie. Alors donc, est-ce qu'on va réclamer ce droit à la particularité, ou bien est-ce que nous allons considérer que dans ce choix d'un modèle familial, d'un engagement mutuel des époux, d'une solidarité entre les générations, on engage quelque chose qui n'est pas simplement un choix confessionnel, mais qui est un choix de société. Et si c'est un choix de société, ça veut dire que nous avons non seulement le droit, mais le devoir de le défendre socialement. C'est-à-dire non pas au nom de la foi, car la foi ne nous donne pas un droit particulier de défendre un modèle social, mais nous le défendons socialement au nom du bien de la société. Et notre foi chrétienne nous enracine
de façon plus déterminée encore dans cette conviction que l'union stable, définitive de l'homme et de la femme pour élever leurs enfants est inscrit, pardonnez-moi ce mot qui n'est pas ajusté mais qui est évocateur, est inscrit dans le code génétique de l'humanité et doit être défendu au nom du respect de l'humanité, auquel nous sommes passionnément attachés parce que nous croyons que Dieu est créateur et qu'il nous a donné un regard plus fort sur la réalité de l'humanité. Et donc nous avons une mission particulière pour rendre ce témoignage, encore une fois, non pas comme un privilège d'une secte un peu égarée dans la société, mais on pourrait dire comme les précurseurs ou les prophètes qui annoncent quelque chose qui intéresse, c'est-à-dire qui est de l'intérêt de tout le monde. Que nous ne soyons pas toujours entendus, c'est normal. Qu'on puisse être combattu, c'est normal. Mais que nous ayons le devoir impératif de travailler sur les arguments humanistes qui vont pouvoir être reçus par des hommes de bonne volonté. Un argument humaniste, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Hein. Est-ce qu'il est mieux pour un enfant d'être élevé par son père et sa mère ou autrement? Il n'y a pas besoin de croire à la révélation biblique pour répondre à cette question-là. Hein. Et il n'y a pas besoin de croire à la révélation biblique pour la poser. Est-ce qu'il est mieux pour un homme et une femme de s'engager l'un envers l'autre ou pas? Que nous soyons convaincus de la réponse en raison de notre foi, c'est un avantage que nous avons, c'est une force supplémentaire. Mais il ne faut pas nous demander, pas demander aux gens d'accepter parce que c'est l'Église qui le dit. Ce n'est pas l'Église qui dit que c'est mieux pour un enfant d'être élevé par son père et sa mère. C'est l'expérience de l'humanité. Et heureusement que tout ce que Dieu veut faire comprendre aux hommes, il l'a mis dans la sagesse humaine. Et nous devons tenir compte de cette transmission de la sagesse humaine. Mais là où nous apportons un témoignage unique, en tout cas quand c'est possible, quand nous sommes en situation de le donner, c'est quand nous essayons de comprendre et de vivre que cette alliance définitive entre un homme et une femme est une parabole de l'alliance définitive entre Dieu et l'humanité, et que dans l'unité de la famille, l'image se construit et se montre de l'unité que Dieu veut accomplir entre lui et l'humanité dans ce que les récits apocalyptiques appellent les noces éternelles. Cette réalité de la vie familiale est un message sur la fidélité de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la patience de Dieu, sur l'inventivité de Dieu pour revenir à l'unité avec les hommes. Voilà ce que je voulais vous donner comme message d'espérance et vous souhaiter de le vivre du mieux que vous pouvez pour le bien de tous les hommes.
Merci.